Les processus et les formes de l'érosion hydrique des sols. L'érosion hydrique des sols commence par l'impact des gouttes de pluie sur le sol. Ce sont les premiers mouvements des particules du sol. En moins d'une fraction de seconde, une goutte de pluie s'écrase sur le sol et creuse un cratère en éjectant les constituants sur plusieurs décimètres tout autour. C'est l'effet splatch. La distance parcourue dépend de la taille de la goutte, de l'angle d'incidence ainsi que de l'inclinaison de la pente de la surface du sol. Le martèlement des pluies brise les agrégats du sol, détache les particules et les disperse tout en les maintenant en suspension par la turbulence de la battance et du martèlement des gouttes de pluie. L'énergie des gouttes de pluie fait exploser les agrégats et les mottes qui structurent le sol. Elle disperse les particules et la turbulence provoquée par l'impact du martèlement provoque une destruction et une réorganisation puis une redistribution des particules fines entre les particules grossières. Les particules fines sont entraînées dans les porosités et déposées dans les microdépressions. Ce processus permet le passage progressif d'une surface rugueuse, grumeluleuse ou granulaire ou en motte à une surface lisse et régulière, couverte par une couche argileuse ou bien une croûte argileuse qu'on appelle croûte de battance. La croûte de battance argileuse colmate les pores de la surface du sol et entraîne le ruissellement. L'eau va ruisseler en surface, d'abord sous forme de petits filets d'eau qui commencent à éroder et transporter les particules. Le ruissellement emporte plus de particules de sol sur une croûte de battance que sur un sol sans croûte. Par la suite, les petits filets d'eau vont se rejoindre et s'anastomoser, d'autant plus rapidement que le sol est encroûté et empêche l'infiltration de l'eau, pour devenir une nappe d'eau qui va décaper progressivement la surface du sol. L'érosion en nappe est donc l'étape suivante qui va transporter les particules d'une façon sélective. La capacité de l'eau à transporter des fragments de roche ou des particules de sol dépend à la fois de la pente, de l'intensité durée de pluie, de la stabilité structurelle du sol et de la résistance des particules à l'érosion. L'érosion en nappe, appelée aussi érosion pelliculaire, est une érosion insidieuse qui n'est pas très spectaculaire, mais qui masque une érosion intense qui appauvrit le sol en éléments fins et nutritifs pour les végétaux. Les sols affectés par ce type d'érosion sont généralement bariolés de taches plus claires, se rapprochant de la couleur du substrat, montrant le décapement des sols par rapport aux endroits plus foncés où le sol est moins érodé. Cela est visible aussi après l'apparition des petites pousses céréalières, montrant des surfaces où les céréales peinent à croître. Le décapement des sols dénude aussi les racines des arbres qui ne sont plus aussi bien fixées au sol et deviennent fragiles et peuvent se déraciner sous l'action des vents. L'érosion en rigole est la première forme d'incision et de creusement linéaire des sols. L'action érosive de l'eau augmente avec la longueur de pente. Lorsque le ruissellement en nappe s'intensifie, il commence à se concentrer et il acquiert plus d'énergie et commence à creuser la surface du sol sur quelques centimètres de profondeur. Les incisions peuvent être isolées, parallèles entre elles ou ramifiées et enchevelues, selon la nature du sol. Les rigoles isolées ou actionales uniques sont généralement liées à la topographie. Un sillon se crée suivant une dépression allongée ou bien sur des terrains de culture à labour en courbe de niveau. Les rigoles parallèles sont observables sur les terrains labourés suivant la pente. Les sillons laissés par le labour vont servir de chenal à l'écoulement qui va continuer à les creuser et les transformer en rigoles. Les rigoles ramifiées ou enchevelues affectent généralement les terrains naturels non cultivés. Sur les terrains de culture,
Les rigoles sont généralement effacées après le labour, mais elles jouent un rôle important dans la perte en sol et le transport des particules. L'érosion en ravine. Lorsque le ruissellement en rigole s'intensifie, il devient écoulement et acquiert une énergie qui lui permet de creuser plus profondément, notamment les sols fragilisés, et travailler par le labour, où il emporte toute l'épaisseur de la couche labourée, sur plusieurs décimètres de largeur, voire quelques mètres. Sur les pentes moyennes à fortes et sous l'effet de la succession d'événements pluvieux, peuvent naître des ravines, soit simplement par évolution des rigoles, soit par une dissection profonde du sol à l'aval d'un bief non incisé, en aval, en créant ainsi une rupture de pente brutale. Les rigoles et les ravines peuvent évoluer en ravin s'ils ne sont pas stabilisés. Les écoulements vont les agrandir en profondeur, en longueur et en largeur. La forme des ravins sont diverses et sont liées à la lithologie du substrat. Sur les substrats tendres et friables, les ravins sont en V. Ils s'agrandissent au niveau de la tête et sur les flancs. Ils peuvent évoluer directement par creusement, par l'approfondissement et l'élargissement des ravins. Des ravins latéraux peuvent aussi apparaître et se multiplier s'ils ne sont pas stabilisés. L'évolution des ravins peut se faire par sapement. L'écoulement acquérant une dynamique de méandre peut saper les côtés concaves. L'infiltration, la percolation ou l'écoulement hypodermique peuvent entraîner les particules fines par lessivage pédologique. Si la pente le permet et l'arrangement des grains le permet, ce lessivage peut creuser des conduits souterrains de quelques centimètres ou décimètres en profondeur et érode le sol par en dessous. Des affaissements du toit des tunnels peuvent apparaître et conduire à des trous béants en entonnoir. Les ravins peuvent évoluer par cette forme d'érosion, mais cela peut aussi affecter certains sols poreux sur pente. L'évolution des ravins peut aussi se faire par solifluxion. Lorsque le substrat tendre est imbibé en profondeur par l'eau, il peut atteindre sa limite de plasticité ou de liquidité et se détacher et couler en masse dans le ravin. Sur les substrats tendres, la multiplication des ravins peut conduire à un paysage de collines entièrement disséqué par les ravins. Le sol est progressivement perdu. Il se maintient sur les sommets des interfluves ou bien des interrilles, sur les reliefs entre les chenaux, mais progressivement la crête de ces reliefs s'amincit jusqu'à devenir très aiguë et où il n'y a plus de sol. Ce sont les mauvaises terres ou les badlands. Sur les substrats durs ou moyennement durs, les ravins sont aussi en V, généralement rectilignes et bien entaillés, avec des fragments grossiers de rochers sur le fond du ravin. À la sortie du ravin, il y a souvent un cône de déjection, formé par les éléments grossiers qui se sont déposés en vrac suite à la diminution brutale de l'énergie du courant. Ils évoluent avec une vitesse plus faible que le substrat tendre, aidés en cela par la résistance des matériaux durs. Lors des événements pluvieux, l'énergie de l'écoulement est décuplée par la quantité d'eau et par la pente, et se fait de manière torrentielle, ce qui provoque l'élargissement des ravins et l'alimentation des cônes de déjection à la sortie des ravins. Les éléments grossiers jouent un double rôle. Ils peuvent jouer un rôle d'abrasif sous l'effet de l'écoulement torrentiel et contribuent ainsi au sapement latéral des flancs des ravins, comme ils peuvent jouer un rôle de ralentisseur ou d'amortisseur de la vitesse de l'écoulement, et qui diminue l'écoulement et diminue sa capacité à creuser. Les grands ravins actuels de ce type montrent des surfaces creusées et entaillées par l'érosion, sont dans leur majorité hérités des conditions climatiques du passé. Ils sont peu fonctionnels actuellement, comme en témoigne la végétation naturelle pérenne qui colonise les flancs des ravins. Érosion par les cours d'eau. C'est surtout par la turbulence des eaux courantes que le travail érosif est accompli par les cours d'eau.
La turbulence est généralement active lors des crues spasmodiques et soudaines. L'érosion peut se manifester par le sapement du bas de berge du cours d'eau, suivi de l'effondrement de paquets entiers de berges, lorsque ces dernières sont friables. Les paquets sont ensuite désintégrés et transportés sous forme de fines particules par les courants et déposés plus loin en aval. Lorsque les cours d'eau ont une dynamique de méandre, le sapement des rives concaves est très actif. L'érosion se fait aussi par l'ablation des fonds de chenaux. La capacité du cours d'eau à creuser ou à transporter sa charge de sédiments dépend de la vitesse du courant et de son énergie. Un chenal est considéré en équilibre lorsque toute l'énergie du courant est dépensée dans le transport des sédiments. Bien souvent, les conditions d'équilibre ne sont pas réunies et la différence entre les apports des sédiments et la compétence du cours d'eau est la cause soit d'une érosion ou d'un dépôt. Si la charge de sédiment est faible par rapport à la capacité de transport du cours d'eau, l'énergie disponible est utilisée pour l'érosion des berges et du fond de lit. Érosion par les mouvements de masse. Ce type d'érosion est connu par des processus destructeurs et très divers. Je lui ai consacré un chapitre entier. Ce sera le chapitre 3. Les techniques de lutte contre l'érosion hydrique. Pour freiner ou ralentir l'érosion hydrique, un certain nombre de corrections et de mesures sont couramment apportées. Des mesures appliquées à des terres de production agricole, qu'elles soient céréalières, maraîchères ou fruitières, des mesures appliquées au pâturage et aux prairies naturelles, des mesures de lutte appliquées dans le réseau hydrographique, notamment au niveau des ravins. Au niveau des terres de production agricole, ce sont les cultures annuelles, céréalières ou maraîchères, où les sols sont les plus exposés. Les labours en courbe de niveau et en bandes alternées ou entrecroisées restent les meilleures pratiques pour lutter contre l'érosion. Le billonnage et le butage, qui est une pratique de sillon et de butte sur les cultures maraîchères parallèles aux courbes de niveau, soit par des billons simples ou cloisonnés. L'enherbement des espaces entre les arbres et le butage de ces derniers sont aussi efficaces. Les terrasses sur les versants en pente, cette pratique est efficace en matière de lutte sur des versants en pente. Une terrasse est fixée sur sa bordure par des plantes à réseau racinaire profond pour protéger d'autres espèces végétales plantées sur la plateforme en amont. La consolidation des terrasses peut aussi se faire par un mur de soutènement ou simplement par le gabillonnage avec des pierres fixées par un grillage de fil de fer. Les banquettes et les rideaux. Les rideaux permettent de diminuer la pente en plantant des espèces végétales sur des ruptures de pente créées pour diminuer la pente générale. Les banquettes sont généralement une alternance d'un sillon et d'un relèvement de sol réalisé pour des plantations arborées permettant de conserver l'eau dans le sillon et pour que l'arbre puisse en profiter et de fixer le relèvement par les racines des arbres. Les murettes. La création de murettes par la pose de pierres ordonnées transversalement par rapport à l'écoulement pour arrêter les écoulements et favoriser leur infiltration. Des pierres peuvent provenir du sol lui-même et ainsi dépierrer le sol et le conserver par les murettes. Les mesures appliquées dans les zones de pâturage et de prairies naturelles. La mise en défense périodique des forêts et le reboisement restent le meilleur moyen pour pérenniser et développer les forêts. Pour les pâturages et les prairies naturelles, la mise en repos avec la restauration pastorale des parcours par des plantes adaptées est une condition sine qua non pour la survie des cheptels. Mesures de lutte appliquées sur le réseau hydrographique. Au niveau des ravins, il y a d'abord la correction biologique. Il s'agit de planter des arbres sur l'axe des ravins à leur tête pour les empêcher d'évoluer longitudinalement.
en plus de la végétalisation des ravins par des plantes résistantes à l'écoulement. L'inconvénient majeur de ce traitement réside dans le fait que son pleine efficacité ne peut être immédiate et il faut attendre plusieurs années. La seconde correction est la correction mécanique, avec la construction de digues par de la pierre sèche, comme les murets de tout à l'heure, mais cette fois dans l'axe des ravins. Et accompagner ces digues par un ancrage en grillage de fils de fer pour stabiliser les murets, avec des ailes remontées sur les berges. Ou bien construire des séries de gabions. Ce sont des cages en fil de fer fortement ancrées dans les berges qui sont tressées et remplies de pierres, constituant un seuil ou une barrière à l'écoulement et favorisant les dépôts de matériaux en amont de ces barrières. Les barrières peuvent être en maçonnerie s'il y a risque de rupture des grillages en fil de fer. Enfin, pour lutter contre le sapement des berges des cours d'eau, il faut stabiliser ces berges, soit par des blocs de grande taille et lourdes, ou par des sacs de tissu synthétique remplis par des pierres amoncelées sur la berge. Mais le plus important reste la végétalisation des bas de versants pour lutter contre le sapement de ces dernières, ou bien le gabionnage des rives.